Bonsoir à tous. Ce soir, nous parlons agriculture et nous en parlons en 3 questions. Quelle agriculture pour demain, c'est-à-dire pour la période 2021, 2027, on va dire 2030? Quel modèle de développement? Quel accompagnement financier public justement pour accompagner le développement agricole? Pour répondre à ces 3 questions, 4 invités. Virginie Kerbidi, présidente d'ASAFER, bonsoir. Bonsoir. Serge Ouareau, vice-président du conseil départemental délégué à l'agriculture, bonsoir. Bonsoir. Joël Sor, président de la FRCA, Fédération réunionnaise des coopératives agricoles, bonsoir. Et notre hôte, Daniel Gontier, maire de Bras-Panon, ville qui accueille chaque année la plus grande ferme de la Réunion, la foire agricole. Bonsoir Daniel Gontier, juste bonsoir pour à rappeler tous. Que cette émission donc, est organisée en partenariat avec la FRCA et la mairie de Bras-Panon. Merci. Il y aurait plusieurs façons d'aborder le débat qui s'ouvre. Nous avons choisi de le faire de manière pratique, pragmatique et surtout économique. Le fil conducteur des échanges qui vont suivre sera favoriser et augmenter la production locale en produits frais, viande, légumes et fruits, installer et consolider la production locale dans le plus grand nombre d'établissements collectifs publics, continuer à innover, à développer l'agroécologie, le bio et la permaculture, garder toujours en ligne de mire la santé et le bien-être des Réunionnais. Une première question, messieurs, dames. Aujourd'hui, quelle est la part de l'agriculture, selon vous, dans l'économie réunionnaise? Qui commence et qui ouvre le bal? Honneur et dame, Virginie Kerbidi? Si vous voulez. Mais écoutez, la part de l'agriculture est importante et primordiale dans notre économie réunionnaise. Donc, nous savons très bien que nous avons bien sûr la canne à sucre, mais au-delà de la canne à sucre, nous avons aussi les productions animales et végétales. Et pour moi, c'est l'économie la plus importante, puisque, avant tout, nous devons nourrir notre population. Juste, il faut vous faire sourire. Sur cette table, il y a trois personnes du Sud et une de l'Est. C'est pour montrer que le Sud, apparemment, a un peu plus d'appartenance à la terre. C'est où je dis la vérité ou c'est quelque chose d'à part? L'agriculture dans l'économie, c'est vraiment quelque chose d'à part, surtout pour la petite île, par exemple? Oui, bien sûr, puisque c'est l'activité principale sur le territoire de la commune de Petite-Île, mais c'est aussi sans doute parce que le Sud est le terroir de la Réunion, l'un des terroirs, et il est vrai que dans les instances, nous sommes bien représentés, et au fil des années, on voit aussi l'implication, l'évolution du monde agricole. Depuis 40 ans, si on fait un retour en arrière, on voit une évolution positive, avec notamment un monde coopératif qui a su se structurer. Il y a aussi un monde des indépendants qui continue à travailler et à fournir un certain nombre de volumes de production aux consommateurs de la Réunion. Je crois qu'on est véritablement dans une activité qui est essentielle pour notre île, bien sûr parce qu'on a parlé de la production agricole, on parle de consommateurs, mais on doit aussi parler de l'économie dans son ensemble. L'agriculture, c'est aussi l'activité touristique, il ne faut pas l'oublier. Nos paysages, nos terroirs façonnent, je dirais, l'aménagement de notre territoire, et à partir de ces éléments, l'agriculture est incontournable pour le développement de notre île, pour le développement d'un pays et tout simplement pour faire grandir une population. Je poserai cette question en dernier à Joël Sor parce qu'il est en haut de la pyramide. Je vais revenir donc à Daniel Gontier, maire de Bras-Panon. La foire révèle quoi pour l'économie locale? C'est vraiment une vitrine, ça montre vraiment ce qui se fait? Nous avions souhaité, et bientôt, 50 ans, on est à peu près à 10 ans près dans ce schéma nouveau de l'agriculture réunionnaise, nous avions voulu que ce soit une vitrine. Aujourd'hui, vitrine qui permette à l'agriculteur, à l'agricultrice, aux consommateurs, aux grandes surfaces et tous les acteurs de la filière agricole de se rencontrer. C'est important aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, les filières étaient séparées, que ce soit, on va appeler la filière consommateur, séparée de la filière agriculteur, en sachant que quand on était dans un monde plus de proximité, la plupart du temps, la personne achetait chez son agriculteur directement. Il y a une nouvelle structure de distribution, de consommation, il y a des nouveaux coûts, et puis nous-mêmes, nous avons, la nécessité aujourd'hui de revaloriser
l'agriculteur. La foire d'Aubrapanon a commencé, nous quand on y est revenu vers 2001, on a accentué sur la canne à sucre. Moi je reste toujours sur la canne à sucre. Si l'ensemble de l'agriculture réunionnaise n'avait pas eu à ce jour la canne à sucre, et après les agricultrices et les agriculteurs qui en ont fait ensuite de la diversification, c'est vrai, la diversification a été beaucoup plus importante dans le sud que dans le nord et l'est. C'est vrai que l'évolution qu'a connue le sud sera l'évolution de l'agriculture et des agriculteurs de l'est de demain. Ça veut dire... Et puis, la valorisation de l'agriculteur aujourd'hui, vous voyez que cette semaine, et puisque nous n'avions pas pu faire la foire en 2017, il y a un engouement. Cet engouement de la famille réunionnaise face à l'agricultrice et à l'agriculteur, rencontrer, bien sûr, les animaux sur une foire, ce qui est important aujourd'hui, reconnaître et goûter tout ce qui se fait en produits, je veux dire, fruits et légumes directs et produits transformés. C'est vrai que cette foire est aussi le lieu aujourd'hui d'une rencontre internationale. Donc, l'agriculture d'aujourd'hui et de hier était l'agriculture réunionnaise. Maintenant, elle va être une agriculture de l'India-Océanie. Cette agriculture, ces agricultrices et agriculteurs ouverts sur l'océan Indien, ouverts jusqu'à l'Arabie Saoudite, il faut quand même se dire. Aujourd'hui, nous avons de très bons produits. Comme tu l'as dit, Serge, la filière s'est vraiment bonifiée. On a cette chance, je le dis aux Réunionnaises et Réunionnais, d'avoir cette filière agricole de si bonne qualité à La Réunion. Sur le co-développement, on en a parlé en 2016 avec Daniel Gontier, avec également les Comores, Madagascar, les Seychelles. On a eu l'occasion d'échanger là-dessus. On y reviendra. Et je veux d'abord poser la question à Joël Sor, donc président de la FRCA, la Fédération réunionnaise des coopératives agricoles. Je disais que vous êtes au-dessus de la pyramide parce que vous regroupez l'ensemble des filières. Aujourd'hui, j'allais dire l'agriculture, quelle est sa puissance dans l'économie réunionnaise ? Alors, elle peut être chiffrée ou alors elle peut être vue comme ça de l'extérieur. Globalement, on parle de plus de 30 000 emplois directs et indirects. C'est un tiers de la surface de La Réunion qui est aménagée de façon à pouvoir produire. C'est aussi 100% de la production, de la consommation de consommateurs sur le porc, en produits frais, sur la volaille en produits frais, idem sur les œufs par exemple. Nous couvrons à peu près un peu plus de 35% dans les filières organisées de la production de fruits et légumes. Je crois que nos agriculteurs réunionnais sont fiers de pouvoir effectivement apporter un peu plus de 50% de la valeur totale de la production agricole de l'ensemble des départements d'outre-mer. Ça montre bien là la puissance économique de La Réunion et de notre agriculture. 100 000 tonnes de légumes par an à peu près, 22 000 tonnes de volailles, 16 000 tonnes de porc. La production locale continue à bouger ou bien ça stagne et que l'importation gagne du terrain? Il faut la faire bouger. Il faut la faire bouger d'une part et d'autre part, il faut faire reculer l'implantation qui nous cause d'énormes difficultés. On a vu que vers 2013, je crois, il y a eu un pic. C'est monté vers 180 000 tonnes. Actuellement, c'est redescendu. On est plus ou moins sur les 160 000 tonnes en matière de production. 120 000 tonnes, je crois, en matière de production et 160 000 tonnes en matière d'importation, je crois. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui ajouter ou impulser pour que ça aille mieux en avant? L'équilibrage que vous venez de parler, c'est surtout du fait que nos collectivités, justement, conseil départemental et région, ont fait de sorte que dans la restauration collective, prennent de plus en plus sa place, finalement, la production locale. Ce qui fait qu'on a gagné une partie avec nos collectivités. Maintenant, la deuxième partie qui va rester à chercher, c'est avec nos consommateurs et leur faire voir la qualité de nos productions. Mais il est clair qu'on a des marges de manœuvre, on a des possibilités à La Réunion de produire plus, d'apporter une production de viande fraîche plutôt qu'une production de viande congelée. D'accord. On va ouvrir une parenthèse. Je vous propose de faire un petit peu, de jeter un œil dans le rétro. Des années 60 à aujourd'hui, pour vous, quels ont été les moments clés dans le développement de l'agriculture à La Réunion?
Si vous me permettez, moi je crois qu'il y a eu une évolution où on est passé d'une culture, de la monoculture à une diversification. Il y a eu aussi un travail qui a été fait dans le cadre du plan d'aménagement des hauts, qui a permis d'installer sur les hauteurs de l'île un certain nombre d'éleveurs, notamment d'éleveurs bovins. Ça a été les premiers signes du développement de l'élevage à La Réunion. Et puis, comme je l'ai dit, dans ces 40 années passées, 50 années passées aujourd'hui, on a vu la structuration des filières. Ce n'est pas rien. Il y a eu des coopératives qui ont été constituées, qui ont permis l'installation dans différentes filières, notamment filière viande. Et toutes les filières viande aujourd'hui sont représentées dans le tissu et sur les tables des consommateurs. C'est important. Et c'est tout ce modèle qui a été construit tout au long de ces années qui nous offre aujourd'hui l'agriculture que nous avons actuellement. C'est un travail exceptionnel qui a été mené par ce monde coopératif, mené aussi par nos agriculteurs indépendants qui se sont investis, qui se sont impliqués. Mais aujourd'hui, nous voyons bien que les choses ont évolué. Et face à cette évolution, et c'est un peu le thème, et c'est le thème, le cœur même de notre rencontre de ce soir, c'est de dire ce modèle qui a prévalu, qui a fonctionné, qui a permis à l'agriculture d'être ce qu'elle est aujourd'hui, devenir vraiment un modèle agricole qui a pu faire vivre un certain nombre d'agriculteurs, doit aujourd'hui être... on doit se poser un certain nombre de questions, savoir si les choses vont pour le mieux, toujours dans ce monde agricole. On voit et on entend surtout les agriculteurs souvent être en difficulté, mais pour des multiples raisons. C'est lié aussi à l'évolution. On parlait de l'évolution de la consommation. Le consommateur a un nouveau mode de consommer aujourd'hui. Et face à ce mode de consommer, est-ce que notre monde actuel, monde agricole, est prêt à s'adapter? Est-ce qu'il est prêt à évoluer? Et comment on peut l'accompagner? Mais véritablement, on a eu, je dirais, 50 belles années pour le monde agricole. Et aujourd'hui, on arrive sans doute à, sans parler de tournant, mais on arrive à un moment où on doit se poser des questions dans la perspective, et on en parlera certainement tout à l'heure, de la préparation du prochain programme européen. On est là à mi-mandat, à mi-parcours, pardon, et aussi à mi-mandat de ma fonction de conseiller départemental, mais on est à mi-parcours du programme européen 2014-2020, et il va falloir aussi, dès maintenant, se poser un certain nombre de questions pour préparer le prochain programme européen. Et quand on connaît aujourd'hui toute la difficulté qu'il peut y avoir dans les discussions au niveau de l'Europe sur la définition de l'enveloppe de la politique agricole commune, quel sera le positionnement de l'État membre, la France, face à ces autres pays membres européens, quelle sera la position de la France par rapport à ces DOM, à ces régions ultra-périphériques, comment on va soutenir l'agriculture des RUP face à l'agriculture de la région Bretagne ou de la Grande Aquitaine aujourd'hui. Toutes ces questions doivent être posées et on doit nous préparer un véritable plan stratégique de développement agricole pour aller porter le dossier du monde agricole de la Réunion devant l'État français et également devant le Parlement européen. C'est essentiel. Alors, avant de revenir sur les projets de demain, je reviens à ma question, et je pose à vous trois maintenant cette question. Qu'est-ce qui, selon vous, a marqué le développement de l'agriculture depuis les années 60 à aujourd'hui? Moi, je peux me permettre, puisque Virginie est à la SAFER, si tu me permets, président. Écoutez, l'évolution du travail mené par la SAFER et on va dire, on a restructuré, on a remembré les terres agricoles. Il y a eu un projet de fond. Moi, la SAFER aujourd'hui, ma collègue ne peut pas en parler, mais j'en parle pour elle, parce que je pense qu'aujourd'hui, si on regarde les terres et la constitution, l'émiettage, parfois l'individu déjà, la SAFER a permis de restructurer l'ensemble de la terre agricole réunionnaise. Pareil, si l'on parle des années 50 jusqu'à aujourd'hui, il y a quelque chose qui a évolué mais qui n'est pas terminé à mon goût suffisamment, c'est la fin du colonna. Quand la fin du colonna a amené, ça a ramené des gens qui recherchaient de la terre agricole. Donc, qu'est-ce qui est plus important aujourd'hui que la terre agricole? C'est l'évolution. Après, il y a un débat qui est en cours, qui va être intégré. Faut-il revenir à de la terre agricole collective où l'agriculteur va... C'est ces discussions qui vont avoir en cours. Il n'a pas besoin de l'acheter,
il la loue, il investit sur son outil de travail parce que de plus en plus, l'outil de travail sera lourd. Il y a un débat à faire. Mais si je regarde dans mon dos, mais quelque chose de hyper positif, c'est le travail mené justement pour apporter la terre aux Réunionnais et amener cette dynamique. C'est le plus grand challenge de ces 50 dernières années. Virginie Cavalier est d'accord sur ce qui a été dit par Daniel Gontier, ou il y a quelque chose à rajouter? Effectivement, il y a eu un gros travail qui a été fait par la SAFER, parce qu'il faut dire que la SAFER ça a un rôle d'aménageur. C'est aussi, ça a permis, grâce au remembrement des exploitations, le désenclavement des exploitations aussi, beaucoup de chemins bétonnés qui ont été faits, qui portent, vous avez dans toutes les communes des chemins qui portent le nom chemin SAFER. Donc on voit bien que le rôle de la SAFER à un moment donné était vraiment d'accompagner le développement de l'ensemble de l'île. Et aujourd'hui, c'est vrai que le mitage est une problématique qui est de plus en plus récurrente, on va dire. Mais néanmoins, tout ce travail qui a été fait depuis les années 60 ont permis quand même d'avoir une structuration des filières. Et aujourd'hui, on peut dire que, comme disait Serge Hoareau, il faudra peut-être repenser à un développement de notre agriculture en général. Mais nous avons des hommes et des femmes qui persévèrent dans leur envie de travailler cette terre. La question est la même, c'est qu'est-ce qui vous a marqué, vous, des années 60 à aujourd'hui, dans l'évolution de l'agriculture locale? 1960-2017, déjà un grand merci aux anciens qui ont construit la coopération à La Réunion. C'est grâce à eux aujourd'hui que nous avons quand même un certain nombre d'outils, et c'est grâce à leur vision d'époque. Bien sûr, ils ont été accompagnés comme nous le sommes maintenant, mais je crois un peu moins quand même. C'était vraiment une volonté des agriculteurs de l'époque de se mettre ensemble pour pouvoir affronter l'avenir. Et cette époque-là, je crois qu'effectivement, ce temps est actuellement passe. On a le relais sur le terrain des personnes qui sont en charge justement de l'animation de ces coopératives pour faire de sorte qu'il y a une transition qui se fait tout en maintenant et en sauvegardant la totalité des outils qu'ils ont mis en place à l'époque et on a si vous voulez le devoir de faire perdurer et ainsi retransmettre demain à nos enfants. Enfin, ça paraît un peu abstrait tout ce que je suis en train de vous dire, mais globalement la coopération à La Réunion s'était mise en place par des femmes, des hommes de ce territoire. Il s'agit demain de transférer et de transmettre ces mêmes outils aux générations futures. Voilà. En fait, nos anciens ont structuré l'économie agricole réunionnaise à travers leur coopérative. Ils ont structuré le territoire avec l'accompagnement du département et de l'État à l'époque sur l'aménagement du territoire. Et je pense que l'étape 2017-2030, ça va être résolument de conforter ce que nous avons construit, de le cimenter pour envisager de voir un avenir un peu plus serein, j'allais dire. Serge Hoareau tout à l'heure a parlé de diversification. Oui. Le poids de la diversification dans le développement a été lequel, selon vous? Alors, diversification dans l'agriculture, qu'est-ce que ça a apporté? Ça a apporté justement une stabilité au sein de l'exploitation agricole même, au sein de l'exploitant même. C'est-à-dire qu'il a la plupart du temps une production qui s'appelle la canne à sucre, dont nous souhaitons absolument préserver cette production. À côté de ça, il peut avoir un atelier produisant des fruits et légumes ou un atelier produisant, bien entendu, une production animale telle que la volaille ou le porc ou le bovin. Mais surtout, ce que ça a apporté, cette diversification-là, c'est de permettre d'avoir des produits frais pour tous les Réunionnais, avec une traçabilité.
on sait d'où vient le produit, et c'est quelque chose qui est aujourd'hui essentiel pour les consommateurs. Ça Oui, fait c'est partie véritablement de l'évolution qu'on a connue. On est passé de la monoculture à une diversification. Et on voit bien aussi l'évolution des structures, des exploitations agricoles. On est passé sur une exploitation moyenne à moins de 5 hectares. Aujourd'hui, on est plutôt à 7,5 8 hectares. On fait à la fois de la canne, qui reste la colonne vertébrale. Je crois qu'ici, tout le monde autour de la table est d'accord pour dire que l'agriculture, la canne, reste essentielle dans la composition d'une exploitation, mais à côté, on a su aussi véritablement s'orienter vers de nouvelles productions dans le maraîchage, dans les fruits et surtout l'élevage. Et c'est cette évolution que moi je vois la plus positive pour notre monde agricole. L'agriculteur n'est pas simplement un cagnier, l'agriculteur est devenu un véritable chef d'exploitation. Il a entre ses mains une entreprise agricole qui doit bien faire fructifier et pour pouvoir retirer un véritable revenu pour sa famille, pour lui-même, et continuer à alimenter nos marchés. Alors, on va accueillir... Si tu me permets, la diversification aujourd'hui a permis aux agricultrices et aux agriculteurs d'avoir un meilleur revenu. Aujourd'hui, on prend Fakir. Si on était sur une monoculture, certaines zones de la Réunion ont tout perdu. Donc si on a plusieurs œufs dans le même panier, excusez-moi le terme, si on a plusieurs cultures, on a la chance, j'allais dire, de mieux s'en sortir. La diversification, elle n'est pas obligatoirement identique sur l'ensemble du territoire. Je le dis aujourd'hui, elle est plus dynamique dans le sud, dans l'ouest, et plus on avance dans l'est, il y a un gros travail. Ça veut dire que la diversification fera partie de la stratégie de l'agriculture de demain, sur l'est par exemple. Donc on va prendre en compte le projet, les expériences des autres, et on va justement permettre de s'adapter, d'adapter les territoires. La diversification aussi, c'est une adaptation au climat des territoires. Oui, aux femmes et aux hommes. Tout le monde ne fait pas la même chose avec la même finesse. Il y a chacun qui apporte sa touche. Tout à fait. Qui plus est à La Réunion, nous sommes sur des petites exploitations, Serge le rappelait, entre 7 et 10 hectares. Donc ce sont vraiment des petites unités. Et la plupart du temps, ce sont des unités quand même familiales qui font vivre un couple ou trois. Et puis, ce qui est aussi important, on entend parler régulièrement, c'est de l'ancrage territorial. L'exploitation qui est construite à La Réunion, elle reste ici, elle ne peut pas bouger. Et donc, c'est aussi comment transférer demain cette exploitation aux filles ou aux fils qui reprendront demain. Donc, il faut bien comprendre que notre agriculture est basée sur un modèle quand même qui reste très familial, mais néanmoins très performant. Alors, Gismi, il disait quelque chose et qui est important. Ce gros travail des 50 dernières années, d'abord, il y a eu la formation, on a oublié de le dire, alors justement, extraordinaire. Je vais juste vous interrompre 2 minutes. Alors, on va essayer de prendre le temps d'installer Jean-Bernard Gontier, qui est arrivé donc, de l'installer à côté de Virginie Carbidi. Et ma question, justement, Daniel Gontier, on a parlé de diversification et je vais prendre le temps de poser la question. Pourquoi ? Parce que cette diversification, elle a été aussi liée à quelque chose de très important, c'est la formation agricole à La Réunion. Cette formation, bonsoir Jean-Bernard Gontier, donc président de la Chambre d'agriculture. Cette formation, et puis je pense que tout le monde va pouvoir y répondre, cette formation, est-ce qu'aujourd'hui, comment elle a évolué et comment faudra l'adapter pour l'avenir ? Alors, première question, d'abord, un constat sur cette formation agricole à La Réunion. Daniel Gontier avait la parole. Moi, je laisserai pour les autres, puisqu'ils sont mieux à même. Moi, je suis dans l'agriculture de demain, puisque c'est aussi celle dont tu as parlé. Il y a eu le socle de la formation qui a fait avancer. Mes collègues ici présents et partenaires du monde agricole seront mieux à même. Moi, je suis sur l'agriculture de demain, où je souhaite qu'un parcours
Erasmus océan Indien soit mis en place sur l'apprentissage, sur la formation agricole. À l'intérieur, on peut autant apprendre à Madagascar qu'on peut apprendre aux Comores, qu'on peut apprendre en Afrique du Sud. Et il y aurait cette agriculture ouverte pour demain. Si j'ai un message à faire passer, parce que on est en train d'écrire le lendemain sur les fonds européens, il y aura justement cette mobilité de savoir et de transfert, hein, puisqu'aujourd'hui, si nous souhaitons ouvrir, dynamiser l'agriculture, il nous reste nos 200 000 habitants à accueillir, plus ou moins, et surtout, nous avons ce grand marché India-Océanie, et on a surtout à partager ce qui va être le savoir-faire India-Océanique dans le cadre. C'est une évolution, c'est une révolution, et c'est vrai qu'aujourd'hui, le savoir-faire en formation réunionnais ou réunionnaise actuelle est extraordinaire. Alors, avant de poser la question à Jamel Arro, je vais quand même poser la question à Joël Sor et à Serge Ouarro. La formation, quel est votre regard sur cette formation dans la diversification et bien sûr, de manière globale, dans la formation professionnelle? Alors, dans ce qui s'agit des 2 lycées que nous avons, je crois que ces 2 lycées ont formé beaucoup de jeunes agriculteurs à La Réunion. En moyenne aujourd'hui, 120 jeunes sortent des filières de formation? En plus, alors une partie s'installe bien entendu et une partie travaille aussi sur nos exploitations et une partie travaille aussi bien sûr en apport technique sur l'ensemble des filières à La Réunion. Donc je crois que l'outil que nous avons, les 2 outils que nous avons, Saint-Joseph et Saint-Paul, sont des outils performants qu'il faudrait encore conforter. Parce que la technique avançant, effectivement, il faut être au point, il faut avoir des formations qui soient adaptées aux agricultures de maintenant. C'est ce qu'ils essaient de faire au fur et à mesure. Les CFPPA aussi jouent un rôle très important. Et je crois que même les autres structures de formation qui existent, qui gravitent autour du monde agricole, ont bien compris que l'agriculture d'hier n'est plus l'agriculture d'aujourd'hui et qu'il faut se mettre très rapidement, mais très 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 rapidement au diapason, en tout cas de la formation agricole à La Réunion. J'aurais d'être d'accord avec Joël Sor, je suppose. Oui, alors dans un environnement qui est mouvant, qui bouge et qui évolue très vite, il est important qu'on puisse accompagner le monde agricole sans faire injure à nos anciens qui ont travaillé, qui l'ont fait de génération en génération, qui ont su produire, qui ont su faire vivre les familles. Aujourd'hui, on voit bien que pour pouvoir installer un jeune agriculteur, il lui faut avoir cette formation professionnalisante pour qu'il puisse véritablement s'engager dans une activité qui reste difficile. Le métier d'agriculteur, d'agricultrice est un métier particulièrement difficile, délicat. On ne réussit pas tous les jours. Il faut faire beaucoup d'investissements pour pouvoir à la fin obtenir un revenu que je peux qualifier de décent, même si je sais que pour certains, on tire un peu le diable par la queue par des moments difficiles souvent. Mais l'objectif, c'est bien ça, c'est professionnaliser ce métier pour faire en sorte que l'agriculteur, le jeune qui s'installe, puisse avoir entre ses mains toutes les techniques nécessaires pour gagner en rentabilité et en productivité, puisqu'on ne pourra pas avoir de grandes exploitations à La Réunion. Donc, on doit faire avec notre modèle des exploitations entre 8-10 hectares, 7-10 hectares, mais sur ces 7-10 hectares, pouvoir faire vivre sa famille comme un agriculteur de métropole qui ferait vivre sur 300. Donc, je crois que c'est là aussi tout l'enjeu. Nous, on doit gagner en innovation, on doit gagner en technicité, on doit gagner... La Réunion doit gagner, le monde agricole doit gagner, donc c'est tous les jours. Et par le biais de cette formation, on peut effectivement apporter toutes les bases nécessaires aux jeunes qui souhaitent s'installer. Virginie Gabedi et Jamel Argonti, je vous pose à vous 2 la question. Vous avez eu la formation que vous vouliez pour devenir agriculteur? Oui, à La Réunion, effectivement, on a 2 lycées agricoles. Il faut savoir qu'effectivement, la formation relève de la compétence de la région Réunion. Donc, nous avons des formations, donc 2 lycées agricoles publics, mais nous avons aussi des lycées agricoles privés et également, il ne faut pas oublier les maisons familiales également. Donc, aujourd'hui, on a un panel de formation assez élargi et qui plus est, les lycées se remettent aussi en cause puisque nous savons qu'aujourd'hui, un agriculteur, pour s'installer, il faut qu'il ait des diplômes. Et donc, il est évident que nous avons besoin de formations performantes.
Et il est important que, comme le disait Joël tout à l'heure, que au niveau des lycées, qu'ils mettent en place de nouvelles formations, qu'on puisse aussi avoir des stages appropriés aussi pour ces jeunes. Et on a une volonté, effectivement, d'avoir des agriculteurs formés, mais aussi avoir des gens qui ne seront pas agriculteurs demain, mais qui seront des professionnels, parce que de plus en plus, on aura besoin de techniciens qui iront travailler dans le milieu coopératif, et puis notamment au niveau de l'agroalimentaire, parce qu'on a dit une chose très importante aujourd'hui, on sait produire, mais le changement de consommation aussi fait que les consommateurs souhaitent de plus en plus des produits transformés. Donc nous devons aussi former nos jeunes dans ces nouveaux métiers. Et donc, oui, nous sommes très vigilants que les formations qui sont mises en place et qui seront mises en place demain répondent aux besoins de demain, de nouveaux métiers liés à l'agriculture et à l'agroalimentaire. Alors je vais demander à Jean-Bernard Gantier de tirer le micro vers lui. Ma question, Jean-Bernard Gantier, bonsoir, président de la Chambre d'agriculture. Bonsoir. Ma question, c'est l'accompagnement des agriculteurs, c'est votre fait, c'est vous qui en avez la charge. Aujourd'hui, il y a la formation pour les jeunes, il y a aussi l'accompagnement des agriculteurs. La Chambre d'agriculture aujourd'hui, depuis, je dirais, depuis les années 60 à aujourd'hui, comment elle a fait pour pouvoir remplir cette mission? Je dirais chacun son métier. La Chambre fait aussi de la formation, mais ça va être pour l'agriculteur déjà installé. Aujourd'hui, il y a les lycées agricoles. Il faut qu'on s'appuie sur ces lycées agricoles, sur ces CFPA qui forment aujourd'hui nos agriculteurs. On est passé d'un agriculteur qui savait lire et écrire, aujourd'hui à des agriculteurs bac, BTS, voire ingénieurs pour certains. Et cela s'est fait justement avec les jeunes, les lycées. Il y a aussi ceux de ma génération, de la génération de Joël et de Virginie, qui se sont aussi formés au lycée, eux. Et ensuite, ils ont suivi des stages, des formations qui doivent être en continu si on veut évoluer à La Réunion. Par exemple, c'est pas bien de prendre son cas, mais moi, j'ai fait électromécanique. Et quand je me suis installé, il y avait à l'époque, et là où je rejoins Daniel Gontier sur Erasmus, c'est que moi, à l'époque, il y avait organisé par la Chambre de l'époque, il y avait un Breton qui était au service formation du lycée et qui m'a proposé, il m'a dit, voilà, tu as déjà un certain niveau, on t'envoie au lycée Kergadalen en métropole, tu fais 3 mois au lycée, 3 mois chez un agriculteur. Et c'est très formateur. Et aujourd'hui, on doit, pour les jeunes, quand ils sortent de l'école, trouver des stages où c'est la vraie vie. Puisque souvent, l'école, on a les copains autour, on apprend, c'est bien. Mais il faut aussi un stage de la vraie vie. Et je crois qu'on doit mettre en place, puisque à La Réunion, notre service formation, on n'a pas à rougir. L'installation des jeunes, on n'en a pas à rougir. Nos exploitations, elles sont à un très haut niveau. Quand on voyage, on voit ça. Les agriculteurs installés voyagent pour se former. Quand je regarde seulement le nombre de voyages organisés, que ce soit par les coopératives, que ce soit par la Chambre, que ce soit par les agriculteurs eux-mêmes, les associations d'agriculteurs eux-mêmes, qui décident d'aller voir ce qui se fait ailleurs. On a des agriculteurs, mais on prend l'exemple de Salazie qui a pu mettre en place l'hydroponie, voire l'aquaponie maintenant. C'est à la base des associations qui sont allées voir ce qui se fait ailleurs. Et nous, à la Chambre, on ne fait que accompagner les agriculteurs, amener les connaissances qu'il y a faites par les instituts et les ramener aux agriculteurs directement.
Joël veut dire quelque chose. Oui, je voulais préciser aussi que l'agriculture, en fait, c'est quand même particulier à La Réunion, puisque nous sommes sous climat tropical. Et bien entendu, il faut des adaptations locales, c'est-à-dire qu'on ne va pas dupliquer l'agriculture qui a été faite dans sa totalité de Bretagne, par exemple, à La Réunion, sur l'ensemble des secteurs. Alors, bien entendu, sur le cadre de la coopération régionale, et là, ça me permet à répondre à M. le maire, pour lui dire que la capacité aussi de La Réunion, une de nos capacités, en tout cas au niveau de la formation et de la transmission de cette formation, c'est-à-dire avec nos pays voisins, comment on peut les aider, les accompagner demain matin à pouvoir eux aussi se développer. Et ça fait partie d'un plan économique très important de l'agriculture réunionnaise, c'est-à-dire transférer aussi les connaissances que nous avons acquises localement à travers les formations que nous avons pu dupliquer ou récupérer de l'ensemble du monde entier. Nous avons une expertise très importante, en tout cas en matière de production végétale, mais aussi en matière de production animale. Alors, le FEADR de 2014-2020, c'est 385 millions. Par rapport au exercice précédent, c'est 17% de plus. Ça sera sans doute un peu plus proche de 400 millions pour 2021-2027. Comment, si l'augmentation se maintient. Mais c'est très bien, ça veut dire que nous sommes dans une très bonne dynamique. Moi, au contraire, je vote pour. Je maintiens l'augmentation. Je maintiens l'extrapolation. L'extrapolation. 400 millions à peu près. On va dire un peu plus ou un peu moins. Alors, comment utiliser ces fonds européens? Alors, le FEADR, c'est donc le Fonds européen agricole pour le développement rural. Comment pensez-vous qu'il faudra arbitrer autour de l'enveloppe pour la période 2021, 2027, 2030, pour que cet argent soit utilisé à bon escient, bien sûr, mais surtout, et je crois que c'est important, c'est surtout permettre de soutenir l'innovation en matière agricole. Si je peux intervenir, Gismi, je voudrais tempérer un peu ton optimisme, puisque, comme je l'ai signalé, il y a des discussions qui sont en cours aujourd'hui pour arrêter cette enveloppe de la politique agricole commune. Il y a des scénarios qui sont inquiétants, puisque à l'échelle de l'Europe, on parle d'une diminution de 30% dans un scénario catastrophe et de 5%, une baisse de 5% dans le scénario le moins pire. Quelque part, forcément, il y aura un impact ensuite sur la redistribution de cette enveloppe dans chacun des États membres. Tout dépendra de la capacité de notre État membre, donc de la France, de défendre l'intérêt de son agriculture et dans son agriculture, défendre l'intérêt de régions ultrapériphériques françaises et plus particulièrement de la Réunion. Nous y travaillons et quand je parlais tout à l'heure qu'il nous faut maintenant bâtir notre plan de développement stratégique à travers notamment l'étude que nous avons lancée avec le conseil départemental pour essayer justement d'avoir le dossier le mieux conditionné, le mieux monté pour aller défendre les intérêts du monde agricole. Pourquoi faire? Tout simplement pour continuer à accompagner nos agriculteurs. Les 385 millions de FEADR, et si on rajoute toutes les contreparties nationales sur cette enveloppe 2014-2020, on est à plus de 520 millions qu'on va injecter dans le monde agricole. Injecter pour qui? Pour l'ensemble des agriculteurs, pour nos éleveurs, pour nos maraîchers, pour aussi améliorer la technicité, leur permettre de faire des investissements conséquents dans leur exploitation. C'est aussi pour pouvoir respecter les normes qui nous sont imposées, peut-être de manière trop stricte par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs. Nous avons des élevages de pointe à La Réunion qu'on ne retrouve pas forcément en Corse ou dans d'autres régions françaises. On a voulu servir d'exemple à La Réunion. On veut être un modèle dans tout ce qui est fait puisqu'on veut absolument nous maintenir notre enveloppe. Donc on n'a pas le droit à l'erreur. Et ce droit à l'erreur, vous le savez, dans l'agriculture, ça peut aller très vite. Donc on a besoin de cette enveloppe pour continuer à structurer nos filières, à continuer à aider et soutenir nos agriculteurs. Et tu parlais d'innovation. L'innovation, c'est tous les jours dans nos exploitations. Et on est accompagné. Quand je dis on est accompagné, nous avons localement une structure aujourd'hui qui est reconnue sur le plan national. C'est l'Armée Flore qui vient apporter toute l'expérimentation souhaitée par nos agriculteurs dans un temps beaucoup plus court que je dirais qu'on pourrait avoir dans le cadre d'une recherche plus approfondie avec le CIRAD. Donc l'Armée Flore est au quotidien auprès de nos agriculteurs et essaye d'apporter des réponses rapides,
face à ce qu'ils découvrent eux dans leur champ, puisque Joël l'a rappelé, nous sommes dans un milieu tropical. Ce qui se passe à La Réunion, on ne retrouve ça nulle part ailleurs dans les régions françaises. Et là aussi, nous avons besoin qu'on soit entendu et écouté. Nos problématiques ne sont pas forcément les problématiques des agriculteurs métropolitains, si ce n'est sur la protection de nos produits. On dit aujourd'hui, pour rester dans les normes européennes, les produits phytosanitaires, il faut les diminuer, voire même les supprimer, sauf qu'on prend des décisions pour des pays tempérés, et on oublie que nous, on évolue dans un milieu tropical. Et nous subissons de plein fouet les produits importés d'Australie, d'Inde, de Chine ou d'autres pays de la zone qui utilisent des produits qui sont interdits à La Réunion. Et tout cela, c'est pour bien montrer qu'il y a besoin de continuer la recherche, pouvoir apporter des réponses concrètes à nos agriculteurs. Alors, on est d'accord sur un point, il y a l'innovation, comme je disais, il y a eu d'abord la mécanisation, il y a aujourd'hui la numérisation, il y a également l'agriculture raisonnée, qui est un élément qu'il faut prendre en compte, il y a le bio, la permaculture, il y a l'aquaponie, on a parlé d'hydroponie tout à l'heure, il y a aussi les productions bio, du biocarburant. Il y a quand même beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Comment, justement, utiliser l'innovation, l'argent, les enveloppes qui sont là, comment faire en sorte que l'innovation, justement, favorise ce qu'on appelle aujourd'hui l'agroécologie? Alors, peut-être apporter une petite précision, mais vous aurez l'occasion certainement de visiter cet outil qui se trouve à Saint-Pierre. C'est le seul outil qui existe à ma connaissance dans la zone océan Indien, voire dans l'hémisphère sud. C'est un outil qui produit des auxiliaires de culture qui aident à faire de la protection biologique intégrée. Donc, qui a été soutenu par le conseil départemental, parce que ça, c'est une innovation importante, c'est-à-dire qu'on va utiliser des insectes pour tuer d'autres insectes, ce qui veut dire qu'on va atténuer l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Voilà un exemple très concret de ce que nous sommes capables de mettre en avant à La Réunion. L'outil s'appelle Coccinelle, d'ailleurs, et donc Coccinelle est en train actuellement de développer, avec des insectes issus de notre terroir même, en train de développer toute une armada pour pouvoir contrer des espèces invasives qui arrivent, malheureusement, des produits importés. Et donc là-dessus, on est aussi proactif dans ce domaine-là, en tout cas. Oui, Jean-Bernard Gontier. Oui. En termes d'innovation et d'agroécologie, aujourd'hui, on fait déjà de l'agroécologie, et pour certains, sans le savoir. On a eu des visites, Nicolas Hulot qui est venu et autres, et quand on lui a montré ce qu'on faisait à La Réunion, il nous a dit, voilà, c'est déjà de l'agroécologie. Ensuite, en termes d'innovation, l'innovation à La Réunion se fait depuis, depuis que l'agriculture existe à La Réunion. On a 2 programmes qui ont été faits à La Réunion. On a le projet Gamour, on a Biophyto sur la mangue. Il y a des adaptations qui se font par rapport à ce que disait tout à l'heure Serge Roireau sur qu'on est un pays tropical et qu'on n'a pas de produits homologués pour ça. L'innovation, elle est tous les jours dans l'agriculture réunionnaise. Il faut venir visiter l'agriculture réunionnaise pour le voir. On a sur des gens, moi je connais des Grecs et des Hawaïens qui viennent à La Réunion, pour les Grecs tous les ans et les Hawaïens tous les 2 ans, rien que pour voir l'évolution qui se fait dans le monde agricole. Donc l'innovation, elle est là. C'est comment l'amener à la portée de tous et de le mettre en avant. Mais on est pas mal là-dessus. Alors, moi, je voudrais... le challenge, il est là. Ça veut dire l'agriculture de demain. Et l'Europe étant notre partenaire, je suis de ceux qui disent « Je suis pour les normes européennes ». Et je vais rajouter des choses en subtilité. Normes européennes, tropicalisées, réunionnaises. À partir de là, lorsqu'on aura réussi auprès de l'Europe à lancer ces programmes de ce qu'on appelle les différenciations territoriales ou autres. Daniel Gontier, un mot. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser l'article 349 justement de... Non, moi je ne l'aborde pas comme ça. J'essaie d'être simple parce que chaque fois qu'on râle les pouces, on perd du temps. Moi je suis de ceux, puisque là on est en train d'écrire un projet, je suis concret, je sais ce que c'est que la norme européenne, je sais comment la tropicaliser et indirectement, nous Réunionnais, on sait comment la réunioniser. C'est simple, et je n'ai pas besoin d'autre chose parce que je vais être pratique. C'est le premier point. Le deuxième point aujourd'hui, il est de cette approche de l'innovation. Écoutez,
Revenons à ce que mon grand-père faisait, sans qu'il le disait. Il faisait du bio, mon grand-père. Mon arrière-grand-père aussi faisait du bio. Donc aujourd'hui, je voudrais qu'on se serre les coudes et que dans le cadre du programme qui est lancé par la région et le département sur la restauration scolaire, en accompagnant le taux de bio servi dans les assiettes, que ce soit pour ma maternelle ou que ce soit pour mon lycéen et mon université, ce serait intéressant qu'on l'augmente au fur et à mesure, et c'est le challenge de demain. Dans l'innovation, j'essaie de faire passer un message aujourd'hui, je l'ai fait passer il n'y a pas très longtemps à une réunion, sur la canne à sucre, puisque malheureusement, sur certaines îles d'Hawaï actuellement, la Big Island, la plus grande île, ils ont arrêté la canne. Moi, je ne veux pas de ça chez nous, parce que je vois dans quel état est Big Island actuellement. Ça veut dire qu'on construit les maisons de partout, et même les pâturages sont en train de perdre leur espace. Et encore, c'est la plus grande île, donc, et qui est 2 fois ou 3 fois plus grande que chez nous. La logique aujourd'hui en innovation, et qui est ce challenge sur la canne. Moi, je souhaite lancer un appel aux partenaires Europe, région, département et le monde coopératif et les agriculteurs pour leur dire allons mettre ensemble un fonds qu'on ne laissera pas monopoliser par Tereos pour la recherche. Il nous reste 3 ans de recherche fondamentale à partir du CIROIS, Centre de recherche rayonné, pour chercher des molécules complémentaires à l'intérieur de la canne et qui profitera dans les 3 années à venir à l'agriculteur lui-même. Donc ça veut dire qu'il y a un changement de mentalité. Il y a cette volonté aujourd'hui de dire bien sûr qu'il faudra peut-être investir 3 ans dans le vide. Excusez-moi le terme, c'est le temps qu'il faut à la recherche pour réussir. Mais je crois aujourd'hui à cette canne encore pleine de particules, de molécules à l'intérieur qui feront cette réunion de demain encore plus innovante et sur son socle traditionnel, la canne, s'il vous plaît. Alors, je vais sur cette question, par exemple, l'arbitrage pour optimiser aussi bien l'innovation que la production. Et je reviens à une question en fait que je vais vous poser, c'est la cantine, la restauration scolaire exige souvent un conditionnement. C'est-à-dire que les produits doivent être soit calibrés, soit conditionnés d'une façon. Est-ce qu'aujourd'hui, l'innovation peut apporter cette exigence et faire que demain, la production locale agricole répond mieux aux demandes de la restauration scolaire? Alors, les outils que nous avons à La Réunion, d'ailleurs, ce sont des outils qui ont été portés ou par le FEDER ou par le FEADER, 2 fonds européens, sont calibrés pour répondre, j'allais dire, on peut faire du travail à façon pour chaque collectivité suivant ses besoins. Voilà, donc parce que ça fait partie de nos capacités de faire en tout cas. Lorsqu'on pose la question aux intendants des collèges et des lycées, ils demandent 1, le volume, 2, la régularité et 3, le conditionnement. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui... Il y a le prix aussi, M. Ramoudou. Permettez-moi de vous le rappeler, l'élément prix fait partie d'une note forte, en tout cas pour la collectivité. Et bon, c'est ainsi que les appels d'offres sont construits, donc nous respectons. Mais c'est vrai qu'on travaille de mieux en mieux avec nos collectivités à travers, nous sommes inscrits dans la stratégie du bon achat, le fameux SBA qu'on est en train de mettre en place. C'est bien pour cette raison, pour pouvoir justement conforter et confronter nos idées face à l'acheteur public et lui expliquer, voilà ce qu'on peut faire et aussi l'acheteur public nous expliquer, voilà, oui, mais lui, il a des contraintes et une réglementation et donc lui, il est obligé d'agir de cette façon-là. C'est comment trouver le juste milieu pour que l'acheteur public soit en phase avec la production locale pour pouvoir mettre le paquet. Mais je crois que ce n'est même plus une question, c'est une obligation qu'on doit avoir ensemble, c'est de mettre tous les moyens nécessaires pour pouvoir mettre de la production locale dans la restauration collective. Beaucoup de communes jouent le jeu déjà, et je crois qu'il y en a d'autres. Il faudra les aider, les accompagner, pour prendre exemple chez les uns ou chez les autres, pour pouvoir eux aussi jouer à fond le rôle de la restauration collective et de la production locale. Il y a eu récemment un accord, je crois, pour qu'il y ait plus de poulets dans la restauration scolaire, Serge Waro. Nous avons effectivement signé au département, notamment avec nos collèges, 3 collèges qui sont actuellement engagés dans cette politique.
à faire rentrer plus de viande de poulet frais dans les 3 restaurants concernés. Et c'est vrai qu'on parle de collectivité, mais on doit surtout parler des gestionnaires de nos collèges et de nos restaurants scolaires, puisque ce sont nos gestionnaires qui passent ces marchés et non pas la collectivité départementale. C'est également le cas à la région. Et je peux vous dire qu'il faut qu'on ait des personnes qui soient aussi autant passionnées que nous pour pouvoir accompagner le monde agricole. Il y a eu cette première démarche dans ces 3 premiers collèges. 22 autres vont rentrer dans cette démarche également sous l'impulsion du politique, mais après ça se fait avec le gestionnaire du restaurant. Donc c'est important de le rappeler. Et je crois que tout le monde a y gagné. Tout le monde a y gagné. Comme on le rappelait, il y a un bout de chemin, chacun doit faire un bout de chemin pour pouvoir arriver à un juste milieu qui permet effectivement qu'on ait dans nos restaurants des produits qui sont adaptés à ce qu'attendent nos gestionnaires. Et il faut pour cela que nos transformateurs, nos agriculteurs, nos éleveurs, quand je dis transformateurs, c'est le poulet, forcément ça viendra de l'unité de transformation qui va permettre de ramener ce poulet dans notre restaurant. Si on a besoin de poulet, si nos gestionnaires préfèrent travailler avec des poulets de 1,8 kg ou 2 kg, mais il faut qu'en face, on soit capable d'avoir ce poulet qui fait 1,8 kg, 2 kg. C'est tout simplement, c'est pas plus compliqué que cela, mais c'est tellement simple à dire. Mais des fois, quand on fait le cahier des charges, on dit on veut un poulet d'1,8 kg. Si en face, on n'est pas capable de donner le poulet d'1,8 kg, on ne peut pas répondre. Toute la difficulté, elle est là. Et il faut justement pouvoir se mettre autour de la table, pouvoir échanger, discuter quels sont vos besoins. Face à vos besoins, comment on peut y répondre. Et ensemble, on avance et ensemble, on arrive à faire rentrer les produits locaux dans nos restaurants scolaires. Et si tout le monde jouait le jeu, je crois que tout le monde a envie de jouer le jeu. Ces questions, on n'a peut-être pas encore trouvé la bonne manière de le faire. Mais je crois qu'il n'y a pas un élu de la Réunion qui ne voudra pas faire rentrer des produits locaux dans son restaurant scolaire quand il a un restaurant scolaire. Après, je vous dis, c'est une culture. C'est avoir des personnes, des vrais militants de la production locale qu'on doit avoir dans nos restaurants scolaires. Nos gestionnaires doivent être de vrais militants de la production locale. Le gestionnaire de Salazie, il doit acheter du chouchou de Salazie. Il ne faut pas qu'il aille chercher des produits qu'on ne trouve pas à Salazie. Mais pour cela, il faut qu'on ait vraiment autour de nous des équipes engagées. Virginie Cabedi. Oui, effectivement, c'est important pour qu'on ait de plus en plus de consommation par nos enfants. Cette initiative, effectivement, a été faite avec la RIBEV et la région, et avec ce partenariat. Le département a suivi par la suite, mais il y a d'autres collectivités qui doivent jouer le jeu parce que seule la région et le département ne pourront pas non plus mettre dans les plats des assiettes des enfants, des tonnes et des tonnes de poulet. Cette initiative va être faite aussi, on parle du poulet, mais ça va être fait aussi pour les autres productions. Mais il y a une chose aussi qu'il faut quand même rappeler et qu'il faut aussi faire entendre aux différents gestionnaires, c'est quand même, on parle quand même avec, c'est des animaux, il faut faire aussi des produits de qualité. Il ne suffit pas de dire qu'on va faire des poulets de 1,5 kg, 1,8 kg, il faut aussi de la qualité derrière. Et c'est ce que nos éleveurs s'attachent à faire avant tout. C'est un produit de qualité. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Daniel Gontier, dans les écoles de Brapanon, veillez à ce qu'il y ait un maximum de produits frais, de la production locale. C'est une des démarches du politique que vous êtes. Mon collègue Serge, tout à l'heure, disait militant un jour, militant toujours. Il le disait. On ne peut pas être, et les différents présidents de Chambre Quiron et les différents présidents du monde coopératif ont su que ici, être maire et avoir eu cette chance de gérer cette foire de Brapanon comme quelque chose qu'on transmet, un relais d'une mission, vous devinez que je ne pouvais pas faire semblant, excusez-moi le terme, d'avoir une foire et de ne pas consommer, payer un maximum. Et je pense que, et j'ai voulu aussi, nous avons voulu, les Panonnais, moi-même, accueillir le président mercredi avec du produit pays qui était, j'allais dire, cuisiné dans les cuisines des enfants, et de dire aussi que nos enfants panonnais consommaient de la même qualité. Donc
C'est un choix qu'on mène depuis 2001. Oui, auprès de l'Association des maires, nous militons dans ce sens-là. Nous militons aussi pour trouver l'adéquation du bon produit au bon prix aussi. C'est tout ce travail, parce que je pense qu'aujourd'hui, je préfère avoir mon Réunionnais qui travaille que mon Réunionnais qui est au chômage. Ça aussi, on n'en parle jamais suffisamment. L'adéquation de... Donc, acheter produit pays, c'est aussi faire travailler celui qui est autour de nous, quoi, et qui aujourd'hui ne doit pas avoir que comme solution le RSA. Donc ça, c'est un des éléments. Deuxième élément, aujourd'hui, il est le circuit court. Dans le cadre de l'écriture de ce projet de demain, je préfère qu'au fur et à mesure, bien sûr, il y a le grand marché réunionnais. C'est-à-dire, les transports et tout, vous peuvent vous amener le produit au plus proche. Mais je suis de ceux aussi qui disent, commençons à avoir des unités avec moins de transport pour le produit, surtout fruits et légumes. Il est répertorié à l'intérieur de micro-unités, il ne quitte pas le site, à partir de là, il est numérisé. Et les restaurants peuvent, sans que ça fasse 2 fois le tour de la Réunion, le produit peut arriver directement chez lui. Moi, j'incite de plus en plus à consommer du produit saison, s'il vous plaît, et produit qui est le plus proche de là où vous habitez. Si on arrivait à avoir cette forme d'éducation, excusez-moi le terme, l'éducation à la bien consommation, ça réduirait les traces carbone de bien des choses. C'est-à-dire la pollution, du transport et tout. C'est un projet global. La consommation, l'agriculture et le développement de demain. On va voir avec mon collègue comment l'écrire, avec vous tous. Ce n'est pas une contrainte, ça. C'est faire différemment. C'est bien le sujet aujourd'hui de l'innovation aussi. Jean-Bernard Gontier, est-ce que les agriculteurs sont dans cette démarche-là? Souvent, ils préfèrent produire et vendre sur le marché forain, ça va vite, surtout pour la trésorerie. Est-ce qu'aujourd'hui, l'agriculteur réunionnais a envie ou est prêt à le faire pour que, justement, accompagner la production locale et la diriger vers la restauration scolaire? Il y a les deux. Aujourd'hui, le marché est pour les deux. Il faut fournir le circuit court, les marchés forains, les marchés producteurs. Il faut ça, parce que le consommateur de base, lui, il est demandeur aujourd'hui de cette proximité. Mais à côté, il y a les organisations, des producteurs aussi, même certains indépendants qui se disent il faut produire pour. Produire pour, ça veut dire quoi? Pour les collectivités. On s'est aperçu souvent qu'un grammage de poulet qui convient au consommateur ne convient pas à une école ou à un hôpital. Donc, il faut produire pour. C'est pareil pour la transformation aujourd'hui. Avant, c'était quoi? C'était tout ce qui restait, le surplus, qu'on allait emmener vers la transformation. Mais aujourd'hui, il faut réfléchir autrement. Il faut se dire, et les agriculteurs ont déjà commencé à réfléchir, il faut produire pour la transformation et intégrer ensuite le surplus. Mais il faut une base de production, parce qu'aucun industriel ne va investir pour seulement le jour où il y en aura trop. Il faut vraiment, aujourd'hui, on est dans une préparation de l'avenir. Et cette préparation passe par tout cela, puisque si on veut concurrencer l'extérieur, il faut passer par là. Il faut qu'il y ait une organisation de la producteur et connaître le besoin des collectivités et des consommateurs. Alors, il nous reste très peu de temps. On va sans doute déborder un petit peu, mais je vais vous poser la question. C'est pour vous, aujourd'hui, quelle va être la démarche à avoir rapidement pour que la période 2021-2027 soit vraiment une période charnière en matière de diversification, d'innovation et que l'agriculture locale répond vraiment aux exigences aujourd'hui de produits frais, aux exigences de santé, de traçabilité pour justement cette période 2021-2027. Si on pose la question dans ce sens, ça veut dire qu'on n'y est pas encore. Ah non, je ne dis pas qu'on n'y est pas encore. Comment aller plus loin? C'était ma question. Comment aller plus loin? Comment aller plus loin? Ça, oui. Comme ça, je vous suis bien. Comment aller plus loin? Déjà, en faisant un tour, nous, en tout cas, dans nos coopératives et dans l'organisation économique que je représente, nous avons déjà une réflexion dans ce sens. Bien, ce qu'il en ressort déjà, c'est de conforter les outils que nous avons sur notre territoire. Les conforter de telle façon qu'on puisse justement, ce que je disais tout à l'heure, les transmettre. Parce que dans nos coopératives, ce sont la bonne volonté de femmes et d'hommes qui tous les jours,
qui tous les jours viennent donner un coup de main aux coopératives et ainsi de suite, font tourner la maison, j'allais dire. De ce qui est à venir, ça c'est la deuxième partie de la réflexion qu'on est actuellement en train de regarder, avec aussi le conseil départemental et la chambre d'agriculture, pour voir comment nous allons projeter cette agriculture dans les 10-15 prochaines années. Je crois qu'il est important de savoir que là où tout le monde rappelle à une grande externalisation, nous disons que localement, avec le chômage qu'on a sur notre territoire, relocalisons quand même un certain nombre de choses et faisons un maximum d'économies sur notre territoire, économie marchande. Voilà. Ça nous servira demain, en tout cas, pour nos emplois, pour la traçabilité des produits, comme vous le rappelez tout à l'heure, et pour la disponibilité en quantité, en qualité, avec des normes européennes tropicalisées. Voilà. En tant qu'autorité de gestion, puisqu'on ne l'a pas peut-être suffisamment souligné et qui nous gérons les fonds FEADER au département, l'étude qu'on lance va complètement dans cette stratégie. C'est pas tout de dire qu'on a besoin de produire X tonnes. Moi, ce qu'on veut savoir aujourd'hui, comment parvenir à produire ces tonnages supplémentaires et surtout produire pour prendre de nouvelles parts de marché à l'importation, que ce soit dans la filière organisée ou chez les indépendants. Notre objectif à nous, en tant qu'autorité de gestion et en tant que collectivité compétente en matière agricole, c'est permettre au monde agricole dans son ensemble de prendre des parts de marché face à l'importation et surtout être capable de montrer que nous avons des produits de qualité, des produits qui peuvent être à tous les niveaux dans la chaîne de la consommation des produits agricoles et il est important qu'on puisse les accompagner. Mais pour cela, il nous faut connaître au-delà des objectifs qu'on se donne, comment y arriver, comment y parvenir. Est-ce que demain matin, on se fait un schéma sans canne, par exemple, et on se dit, on va récupérer 24 000 hectares, 25 000 hectares de terre pour faire quoi ? Pour mettre des maisons ? Non. On a tous à y perdre. Non. Pour faire tout le monde va faire la même chose. Non. On va certainement pas y arriver. Non. Donc il y a besoin véritablement qu'on se pose un certain nombre de questions parce que la canne est essentielle, peut-être pas pour faire du sucre. C'est un autre débat, c'est un autre sujet qu'on pourrait aussi apporter. Mais la canne est essentielle, à la fois, je le dis, pour l'activité touristique, paysage, l'érosion, pour lutter aussi contre l'érosion. On a bien vu avec les événements qu'on a eus, avec le drame qu'on a eu à l'étang salé, c'est suite à un champ de bananes qu'on a l'écoulement des eaux. Tant qu'il y avait le champ de canne, il n'y avait pas de cet écoulement des eaux, donc pluvial. Donc je crois que c'est important qu'il y ait un certain nombre de questions de fond qui doivent être posées aujourd'hui pour garder comme objectif essentiel, nourrir sa population et donner un revenu décent à l'agriculteur et à sa famille. D'accord. Virginie Cabidi ? Alors déjà une chose, c'est très important aussi, c'est la préservation des terres agricoles. C'est une chose importante parce que pour produire, il faudra bien sûr des terres. Donc il faut que nous restons vigilants sur ce point-là. Et donc c'est aussi notre mission à la SAFER pour pouvoir installer donc aussi des futurs agriculteurs et de conforter aussi des petites exploitations. L'agriculture de demain, effectivement, il faudra qu'elle soit innovante, mais avant tout, les productions resteront que si nous sommes, si l'agriculteur en retire un revenu, car c'est quand même là l'essentiel. Aujourd'hui, présager qu'il n'y ait plus de canne à sucre ou autre chose, je pense que c'est l'agriculteur qui, demain, fera qu'il y ait telle ou telle production. Car avant tout, il faut qu'il en retire un revenu de sa production. D'accord avec ce que dit Virginie Cabidi, Jean-Bernard Gontier. Il faut vraiment que l'agriculteur puisse vivre décemment de son travail. Mais c'est le principal. Pourquoi on travaille ? Chacun travaille pour pouvoir y vivre, pour pouvoir vivre de ce travail. Aujourd'hui, on doit justement prendre comment trouver à conforter cette filière et amener un revenu décent à l'agriculteur pour que cette filière reste en place, parce qu'elle est quand même l'équilibre des autres filières. Et cet équilibre, il faut qu'on arrive à conforter et même à renforcer. C'est comment, dans ces années qui viennent,
renforcer cette filière. Pourquoi pas diversifier le plus d'agriculteurs possible, mais avec des marchés en face, pour que justement on arrive à un revenu décent pour chacun. C'est ça l'avenir de l'agriculture réunionnaise aujourd'hui. Daniel Gontier, vous êtes chaque année, vous êtes pendant 8 jours le plus grand fermier de la Réunion. Vous avez la plus grande exploitation agricole. Le devenir de l'agriculture, c'est l'innovation, sa diversification, l'innovation et surtout l'arbitrage autour du FEADR. Écoutez, j'ai la chance, comme je vous l'ai dit, d'être le maire de Bras-Panon. Je reste aux agriculteurs leur qualité et leur richesse. Je ne suis qu'un animateur modeste de quelque chose qui est une vitrine, une des plus grandes vitrines de l'océan Indien aujourd'hui. Je reprendrai ce qu'a dit Virginie, et je crois qu'on est sur les fondamentaux. Maintenir la terre agricole. Et même moi, en tant que maire, il est parfois très difficile de pouvoir en permanence essayer de dire au monde agricole oui, je comprends que tu as besoin d'une maison pour ton fils, pour ta fille. Il nous faudra revoir un peu ces villages agricoles qui n'existent plus, qui étaient présents dans les années 50-60 avec l'aide de partenaires, qui n'est plus envisagé aujourd'hui parce qu'on ne sait plus faire le village agricole dans les champs. Hein. C'est clair aussi. Hein. Moi, je crois qu'il y aura une réflexion qui sera menée aussi à l'intérieur de quel village agricole de demain, pour qui. Je souhaite qu'on maintienne le maximum de terres agricoles. C'est ça la plus grande richesse de demain, donner à manger aux gens parce qu'il y aura de la terre. Le deuxième point qui est aujourd'hui et qui est mon combat, que je trouve que c'est très moyen aujourd'hui, hein, je vous le dis, c'est la récupération des terres en friche, des terres abandonnées. Hein. On a un satellite maintenant, à un jour près, on sait qu'il a fait semblant de gratter son champ de canne de Dieu ou d'autres choses. Combien actuellement de terres agricoles, moi je mets les pieds dans le plat, je peux me permettre, l'agriculteur ne m'agresse pas, et les grands propriétaires non plus, ou le petit propriétaire qui n'attend qu'une chose, c'est qu'on déclasse son terrain. Donc un jour il a l'État qui lui arrive, qui lui dit au fait, qu'est-ce que tu fais Daniel Gontier, on conclut là. J'ai arrangé, mais ça c'est une conclusion importante. Le dernier point, bien sûr, pourquoi la foire agricole de Bras-Panon ? C'est pour justement revaloriser l'agricultrice et l'agriculteur. C'est pour moi capital et donner envie aux prochaines générations d'être aussi agricultrices et agriculteurs. Voilà le challenge dans lequel on se met et c'est ça, le développement de demain, c'est ça l'avenir. Merci, on a dépassé au moins de 7 minutes le temps qui nous est imparti. On s'excuse auprès de la technique. Merci à Virginie Kerbidi, donc présidente de la SAFER, à Jean-Bernard Gontier, président de la Chambre d'agriculture, à Joël Sor, président de la FRCA, Fédération réunionnaise des coopératives agricoles. Merci à Serge Roireau, vice-président du conseil départemental en charge de l'agriculture, et bien sûr à Daniel Gontier, je tout à l'heure le plus grand exploitant agricole de la Réunion pendant quelques jours, l'espace d'une foire agricole. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à la régie, à François Virapin, à Thierry Arraille, à Lalaine, à Fabien. Merci à Patrick Poirot de la FRCA pour ces informations. Encore une fois, merci à vous pour votre fidélité à Télé Créole. Portez-vous bien, continuez bien votre soirée sur Télé Créole. Je vous dis bonsoir chez vous.